Est-ce que vous vouliez dire quelque chose au niveau médical encore sur l'insuffisance ovarienne Moi, je dirais en fait ce qui est le plus important, parce que ça c'est négligé aussi par les gens, c'est ce que vous allez présenter aussi, je pense. C'est les modes de vie, hein. Parce que les gens ne comprennent pas ça. Ils veulent juste des traitements magiques qui vont fonctionner d'un coup. Et puis, ils ne comprennent pas que même elles peuvent faire des choses, quoi. D'accord? Donc, parfois, ça m'arrive d'avoir des patientes avec un mode de vie très, très mauvais. Et puis, ils n'arrivent pas à comprendre que, voilà, même en faisant des petits changements au niveau de l'alimentation, au niveau, par exemple, du fitness, au niveau des airs du sommeil, au niveau au niveau du tabac, là, il y a des choses au niveau aussi de psychologie et tout ça. Donc, il y a des choses qu'on peut faire pour préparer notre corps avant de subir un traitement médical. Et je pense que ça, c'est le plus important. Et ce sont des choses qui ont été prouvées, hein, qui ont été prouvées que la mode de vie peut avoir un effet négatif sur l'essence de conception, soit par une conception naturelle ou une conception suite à une FIV ou un don d'ovocyte ou quoi que ce soit. Donc, voilà, je pense que ça, c'est le plus important. Ce sont des choses qui sont documentées, prouvées, et pas des choses comme les PRP ou autres choses là qui existent, voilà, qui donnent des faux espoirs. Merci beaucoup pour ce message parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes cherchent des solutions miracles et en fait on s'aperçoit que dans toutes les médecines, je parle pas forcément que de la médecine de la reproduction, mais si je prends finalement la médecine anti-âge qui est assez proche de la médecine de la reproduction, puisque ce qu'on veut dans la médecine de la reproduction, c'est anti-ager, un peu un système isolé. Et dans la médecine anti-âge, c'est clairement la même chose. Il y a aujourd'hui beaucoup d'études qui sortent et qui montrent que non, telle molécule qui donnait plein d'espoir finalement n'est pas efficace. Et par contre, le mode de vie amène ceci, amène cela. Et on a de plus en plus de preuves scientifiques de l'impact de ce qu'on fait tous les jours sur des circuits qui sont aussi profonds que la dynamique des mitochondries, les sirtuines, enfin des choses vraiment très cellulaires en fait. Et je pense que le mode de vie a un impact qui va tellement plus loin que ce qu'on peut faire sur le plan superficiel. Absolument, absolument, et absolument. Et puis c'est mieux en fait ce que je dis toujours, c'est mieux en fait de commencer une FIV dans de bonnes conditions, même si c'est un mois et demi, 2 mois après, que de commencer une FIV sur une patiente avec un mode de vie qui est très mauvais, quoi. Je pense là on diminue les chances de réussite. Bien sûr, c'est clair. Une personne qui nous demande en fait ce que vous feriez vous dans sa clinique, dans sa situation, elle a un comptage folliculaire à 6. Elle a eu seulement 2 ovocytes matures ponctionnés lors de sa dernière stimulation qui ont été fécondés, qui ont donné des J6 mais de très mauvaise qualité, qui n'ont pas pu être transférés. Et du coup, elle est en questionnement, elle ne sait pas quoi faire. Donc, par exemple, dans ce type de situation, comment vous gérez ça quand on a vraiment déjà très peu d'ovocytes et puis qui évolue mal concrètement? Elle a quel âge la patiente? J'ai pas son âge. Je regarde si j'ai d'autres questions sur lesquelles j'ai son âge, mais là, non, je n'ai pas son âge. Parce que ça, c'est un facteur important. Je veux dire. Un facteur important. Ouais, oui, oui, clairement. Parce que je veux dire, si ce scénario, c'est une patiente qui a 42 ans, là, je lui dirais, écoutez, on peut tenter encore une fois, peut-être changer les médicaments de stimulation, faire une synchronisation et voir. Mais si de nouveau, on n'arrive pas à avoir un blastocyste de bonne qualité, là, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, il faut aller vers les dons aussi. Donc, tout dépend en fait du contexte, tout dépend en fait du laboratoire aussi. Ça joue un rôle très important. Oui. Par exemple, l'Embryolab, parce que je le connais très bien, en fait, c'est un labo de pointe, quoi. Donc, ça dépend des laboratoires aussi. Bien sûr, si on Hmm. a des petits labos, donc là, je dirais, madame, allez-y à un plus grand centre de FIV avec un labo bien connu, voir là comment les embryons se développent, quoi. Et puis, si on a les mêmes résultats, donc oui, là, on doit rediscuter. Donc, Donc, de se donner les il y a- meilleures chances. oui, il y a plusieurs facteurs, mais première chose, c'est âge, quoi. Oui. Et travailler aussi, essayer de travailler son mode de vie en amont aussi. Parce que ça peut Bien aussi. sûr, ça c'est par défaut. Ça, c'est par défaut. Voilà, c'est la base en fait. En fait, c'est ce Ça, qu'on c'est vous la dit. base. Voilà, c'est la base. C'est Tout la à fait. base pour toutes les patientes. Moi, si je dis ça, c'est pour toutes les patientes qui viennent à la première consultation. On doit passer du temps, pas seulement en fait sur l'histoire médicale, les interventions et les comorbidités, mais il faut passer du temps sur les modes de vie parce qu'on a toujours un peu du temps pour améliorer des choses
peut améliorer, qui peuvent être améliorées, quoi. Donc là, il ne faut pas négliger pendant la consultation et aussi les patients ne doivent pas négliger à dire au médecin, à expliquer aux médecins leur mode de vie parce que parfois il y a des médecins qui sont très pressés, pas beaucoup de temps pour la consultation, ils vont directement en fait histoire médicale. Donc là, il faut passer du temps et même dire aux médecins s'il y a des choses qui ne vont pas dans la vie quotidienne, l'alimentation, le sommeil. Donc tout en fait qui peut avoir un effet négatif sur la fertilité et nos chances de réussite. Clairement.